Bienvenue pour une exploration un peu différente aujourd'hui. On va mettre de côté, si vous voulez bien, les podiums, les chronos des Jeux Olympiques, pour s'intéresser à ce qui se passe loin des caméras. Toute cette préparation minutieuse, presque secrète des athlètes. Et notre source du jour, c'est une interview vraiment passionnante avec un certain Gandour. Il vient du monde très exigeant des courses hippiques, figurez-vous. Et ça nous offre un regard assez unique sur ce travail de l'ombre. L'objectif ici, essayer de comprendre pourquoi des choses comme la respiration ou l'alignement du corps, la récupération, des éléments que l'interview lit souvent aux pilates, pourquoi tout ça est absolument crucial. On va voir comment ça s'applique bien sûr au sommet de la performance, mais aussi, et c'est là que ça devient assez intriguant, comment ça pourrait résonner bien au-delà des stades. Gandour, avec son parcours atypique, il risque de bousculer quelques idées reçues. Alors, prêt à creuser ? Ok, déballons ça. Ah oui, absolument. C'est essentiel de regarder derrière le rideau des exploits, comme vous dites, pour vraiment saisir comment un athlète arrive à l'excellence. Et surtout, comment il y reste sans se casser, quoi. Il faut analyser ses fondations, souvent un peu négligées. C'est vraiment elles qui soutiennent tout l'édifice de la performance durable. Parfait. Commençons donc par le Pilates. L'interview en parle comme d'un outil incroyablement précieux, mais paradoxalement pas si répandu que ça dans le sport de haut niveau. Comment on explique ça? C'est une très bonne question. L'interview, elle ne détaille pas les raisons profondes de cette sous-utilisation. Mais on peut imaginer plusieurs facteurs. Peut-être une perception un peu ancienne. Le pilate est parfois vu comme une activité plus douce, moins force brute que la muscu classique, par exemple. Ou une méconnaissance, tout simplement. Voilà, ou une simple méconnaissance de sa profondeur et de son potentiel spécifique pour l'athlète. C'est possible aussi. Pourtant, l'angle qui est présenté est clair, hein. Le Pilates, ça ne vient pas remplacer l'entraînement spécifique, ça vient le compléter. Exactement. Et c'est ça qui est fascinant en fait, c'est cette idée de complémentarité. Le Pilates, tel qu'il est expliqué dans notre source, il vise à rendre l'entraînement qui existe déjà, plus intelligent et plus durable. Et pour ceux qui connaissent moins bien, le Pilates à la base, c'est une méthode qui insiste beaucoup sur le renforcement des muscles profonds, ceux qui stabilisent le tronc, sur le contrôle très très précis de chaque mouvement et sur une connexion forte entre le corps et l'esprit. L'idée clé de Gandour, c'est que cette approche optimise la machine humaine, la rend plus efficace et moins susceptible de s'user trop vite. Et l'interview donne vie à ce concept avec des exemples très concrets, très parlants. Il est question d'un coureur qui, grâce au Pilates, apprend à mieux stabiliser son bassin. Oui, ce qui évite les pertes d'énergie et les contraintes inutiles sur le dos ou les genoux, par exemple. C'est énorme pour un coureur. Ah oui, j'imagine. Ou encore ce gymnaste qui développe une maîtrise très fine de sa respiration, latérale thoracique. Savoir respirer amplement sans gonfler le ventre, c'est crucial pour garder le gainage du tronc pendant des figures complexes. Ça demande une conscience du corps très poussée. Et il y a aussi cet exemple du nageur qui travaille sur l'organisation de ses omoplates. Ça a l'air un peu technique dit comme ça, mais Mais concrètement, ça veut dire apprendre à mieux placer et bouger ses épaules pour avoir une traction plus efficace, plus puissante dans l'eau et surtout moins traumatisante à long terme. d'accord. Donc tous ces exemples, ils illustrent bien les bénéfices que Gandour évoque. Une précision accrue dans le geste technique, chaque mouvement est plus juste, plus économique en quelque sorte, une plus grande fluidité aussi, parce que le corps bouge de manière plus intégrée, plus harmonieuse, et potentiellement une meilleure endurance. Ah oui, comment ça? Pas forcément l'endurance cardio classique, mais parce que l'effort est mieux géré, il est moins coûteux en énergie et moins agressif pour les articulations, pour les muscles. On optimise le rendement, en fait. Très clair. L'autre point sur lequel l'interview insiste vraiment beaucoup, c'est la respiration. Bon, on respire tous sans y penser. Pourquoi une telle focalisation là-dessus? Qu'est-ce que ça change pour un athlète de haut niveau? Ah mais ça peut tout changer. Selon la perspective développée dans la source, la respiration, c'est bien plus qu'inspirer et expirer. C'est carrément décrit comme le carburant fondamental du mouvement et de la performance. L'idée forte, c'est qu'une respiration qui serait bloquée, ou trop haute, trop rapide, mal synchronisée avec l'effort, ça va immanquablement mener à un geste sportif plus crispé, moins puissant. Et beaucoup plus fatigant. Il y a une connexion directe donc, Intime et direct, oui. entre la qualité du souffle et la qualité du geste. Gandor utilise une image très forte,
tiré de son passé dans les courses hippiques, pour illustrer ça. Il parle du cheval de course, à pleine vitesse. Oui, cette analogie, elle est marquante, c'est vrai. Il décrit ce cheval qui galope, qui aspire l'air profondément par ses larges naseaux, avec une synchronisation quasi parfaite entre le rythme de ses foulées et l'expansion puissante de sa cage thoracique. C'est une image de fluidité, de puissance brute, mais aussi d'une mécanique respiratoire complètement intégrée à l'effort. On sent presque cette énergie vitale, hein. Absolument. Et comment on traduit cette leçon du cheval à l'athlète humain? Qu'est-ce qu'on doit en retenir concrètement? La leçon principale, d'après notre source, c'est la nécessité d'apprendre à respirer, consciemment. Ça signifie plusieurs choses. D'abord, respirer avec amplitude, utiliser vraiment toute sa capacité pulmonaire, pas juste le haut des poumons. Mhm. Ensuite, respirer avec régularité, adapter intelligemment son rythme respiratoire à l'intensité de l'effort, sans tomber dans l'hyperventilation ou à l'inverse, dans l'apnée involontaire quand on est sous tension. Et les bénéfices, ça irait au-delà de la simple performance physique, je cru comprendre ça. C'est exactement ce que suggère l'interview, oui. Une meilleure respiration, ça permet de libérer le geste, de le rendre plus efficace, ça c'est sûr. Ça assure une oxygénation optimale des muscles, donc ça retarde la fatigue, ça protège les tissus. Mais il y a aussi une dimension mentale qui est cruciale. Apprendre à contrôler sa respiration, c'est aussi un outil super puissant pour gérer le stress, pour maintenir son calme intérieur, sa concentration, même sous la pression immense d'une compète comme les Jeux Olympiques. C'est un levier pour rester lucide en fait. Exactement, lucide quand tout s'accélère autour. Fascinant. Poursuivons avec un autre pilier mentionné, l'alignement corporel. L'interview insiste sur son importance capitale. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que c'est souvent invisible à l'œil nu, cet alignement. En effet, le désalignement est présenté comme une menace sournoise, mais redoutable pour l'athlète. Gandour utilise encore une fois des analogies très visuelles de son expérience. Avec le cheval, il explique qu'un sabot même légèrement mal ferré ou un bassin subtilement décalé, ça va créer des contraintes mécaniques anormales à chaque foulée. Et ça, répété des milliers de fois, Exactement. Multipliez ça par des milliers de répétitions et la blessure devient quasi certaine. C'est juste une question de temps. et on peut transposer cette logique à l'anatomie humaine, j'imagine. Parfaitement. L'interview donne des exemples très clairs. Imaginez un coureur dont le genou rentre systématiquement vers l'intérieur à chaque impact au sol, ou un joueur de tennis dont l'épaule s'enroule vers l'avant à chaque service. Au début, ce sont peut-être de légers défauts posturaux, presque invisibles, mais dans le contexte d'un entraînement intensif avec des milliers, des dizaines de milliers de répétitions, ces petits défauts agissent comme des grains de sable dans une mécanique de précision. Ça dérègle tout. Ça use prématurément certaines structures, ça en surcharge d'autres. C'est exactement ça. Et c'est là que le Pilate, toujours selon l'interview, pourrait jouer un rôle clé. C'est l'idée, oui. Le Pilates, par son approche très centrée sur la conscience corporelle, le contrôle précis, il permettrait à l'athlète de détecter ces désalignements subtils qui sont souvent inconscients. Puis, par des exercices ciblés, il l'aiderait à les corriger, à réactiver les bons muscles stabilisateurs, à retrouver un placement juste des articulations. Il s'agit de reconstruire ce que la source appelle joliment l'architecture fine du corps. Un travail minutieux, interne, mais fondamental. L'enjeu est donc considérable. Ce travail sur l'alignement, il ferait la différence entre... Entre un geste qui dure et un geste qui casse, c'est la formule utilisée dans l'interview et elle est très parlante, je trouve. Un geste bien aligné, on peut le répéter des milliers de fois avec efficacité et sans dommage sur le long terme. Un geste désaligné, même s'il est performant à court terme, finira par user le corps et mener à la blessure ou à l'arrêt prématuré de la carrière. C'est une question de durabilité, vraiment. Cette idée de durabilité, elle nous amène tout naturellement à la récupération. L'interview lance une affirmation assez percutante. Les champions s'entraîneraient peut-être dur, mais ils récupéreraient encore plus fort. Qu'est-ce que ça signifie, ça, concrètement? Ça signifie que la récupération n'est pas vue comme une simple pause passive, comme un temps mort, mais comme une partie active et essentielle de l'entraînement. Gandour puise à nouveau dans son vécu de compétiteur hippique. Il décrit les soins méticuleux apportés aux chevaux après chaque course ou entraînement intense. Des étirements spécifiques, des massages pour drainer, relâcher les tensions, des périodes de repos calculées. Il insiste sur le fait que sans ce protocole de récupération très rigoureux, il n'aurait jamais pu enchaîner les compétitions à un tel niveau d'intensité.
La récupération serait donc le moment où le corps non seulement se répare, mais où il progresse. Exactement. L'entraînement intense, ça crée un stress, des micro-dommages dans les tissus. La récupération bien menée, c'est le processus qui permet au corps non seulement de réparer ces dommages, mais aussi de s'adapter, de se renforcer pour mieux supporter le prochain effort. C'est vraiment pendant la récupération que les gains réels se font. Sans elle, l'entraînement devient contre-productif. Ça mène à l'épuisement, à la blessure. C'est un équilibre très délicat. Et le Pilates, là encore, aurait une contribution spécifique à apporter dans cette phase de récupération? Oui, l'après l'interview, le Pilates pourrait être un excellent outil de récupération active. Ces exercices, qui sont doux mais profonds, aideraient à restaurer la mobilité articulaire, souvent limitée après un effort intense ou répétitif. Ils permettraient aussi de relâcher les tensions musculaires profondes, celles qui peuvent s'installer et créer des déséquilibres. Et enfin, le Pilates travaillerait à rééquilibrer les chaînes musculaires qui ont pu être sollicitées de manière asymétrique ou excessive. La source va jusqu'à parler du Pilates comme d'un potentiel antidote contre l'usure générée par l'entraînement intensif. Un antidote contre l'usure, j'aime bien l'image. Oui. Intégrer régulièrement, le Pilates pourrait donc aider les athlètes non seulement à récupérer plus vite entre les séances, mais aussi à prévenir l'accumulation de ces micro-traumatismes et de ces déséquilibres posturaux qui, insidieusement, préparent le terrain pour des blessures plus graves. C'est une approche préventive autant que curative en fait. Bon, tout cela dessine un tableau très convaincant pour optimiser la performance et la longévité des athlètes d'élite. Mais l'interview, elle ne s'arrête pas là. Elle pose une question qui élargit radicalement le débat. Est-ce que ces principes sont vraiment réservés à une poignée de champions? Gandour lance cette phrase choc: 99% de la population mondiale a besoin de faire du pilates. C'est une affirmation audacieuse quand même. Qu'est-ce qui la sous-tend? Alors, si l'on suit le raisonnement qui est présenté, l'idée, c'est que les problèmes de désalignement, de mauvaise posture, de respiration superficielle ou de tension musculaire chronique, ils ne sont absolument pas exclusifs aux sportifs. Au contraire, notre mode de vie moderne serait un terreau fertile pour ce type de déséquilibre. Pensez aux heures passées assis devant un écran, que ce soit au travail ou à la maison. Oui, la fameuse posture de bureau, le dos voûté, les épaules qui rentrent. On connaît. Exactement, ou les gestes répétitifs liés à certaines professions, ou même à des activités quotidiennes comme porter des enfants, faire du jardinage. Ajoutez à cela le stress chronique, qui a tendance à crisper les muscles et à perturber la respiration. La source suggère que la plupart d'entre nous, on accumule sans même s'en rendre compte des tensions et des déséquilibres qui nuisent à notre bien-être et peuvent à terme provoquer des douleurs ou des limitations fonctionnelles. Donc, les bénéfices du pilate, mieux respirer, se tenir plus droit, bouger avec plus de fluidité, pourraient en fait s'appliquer à un public incroyablement large. C'est précisément l'argument qui est développé, que l'on soit étudiant, passant des heures penché sur ses cours, cadre stressé par les deadlines, jeune parent portant constamment son bébé ou personne plus âgée cherchant à préserver son autonomie et à éviter les chutes. Les principes fondamentaux travaillant en Pilates pourraient apporter des réponses concrètes. Mieux respirer pour gérer le stress et retrouver de l'énergie. Améliorer sa posture pour soulager les maux de dos. Renforcer les muscles profonds pour un meilleur soutien de la colonne. Retrouver de la souplesse, de la coordination, pour se sentir plus à l'aise dans son corps au quotidien. On parle donc moins d'une simple activité physique et plus d'une sorte d'éducation corporelle. Une pédagogie? Oui, l'interview va vraiment dans ce sens. Elle présente le Pilates non pas seulement comme une méthode d'entraînement ou de rééducation post-blessure, mais potentiellement comme une pédagogie du mouvement, une façon d'apprendre à mieux connaître et utiliser son corps, voire même, comme le suggère la source, une forme d'hygiène de vie universelle, au même titre que bien manger ou bien dormir. Ah oui, ça change complètement la perspective. Il ne s'agirait plus seulement de faire du sport, mais d'apprendre à habiter son corps avec précision. C'est tout à fait ça. L'idée est de développer une meilleure conscience de soi, comment on se tient, comment on bouge, comment on respire, et d'acquérir des outils pour améliorer ces aspects fondamentaux. Et cette compétence, selon la vision de Gandour, elle serait bénéfique pour tous, quel que soit l'âge ou le niveau d'activité. Du champion olympique qui cherche le geste parfait au simple marcheur qui souhaite se déplacer sans douleur. Il y aurait quelque chose à gagner dans cette reconnexion à son propre corps, améliorer sa relation à soi, en somme. Pour boucler cette analyse passionnante, Gandour partage dans l'interview une vision d'avenir assez marquée. Il imagine un futur où le pilates aurait sa place attitrée dans toutes les grandes structures de préparation sportive.
au même titre que les salles de muscu ou les pistes d'athlée. Pensez aux villages olympiques. Mhm. Cette vision, elle soulève une question importante sur l'évolution possible de la préparation des athlètes. Si le Pilate devenait aussi intégré, les implications pourraient être profondes, toujours selon les arguments de la source. On peut imaginer une amélioration globale des performances, bien sûr, mais peut-être plus important encore, des carrières sportives potentiellement plus longues. Parce qu'on aurait de meilleurs outils pour prévenir l'usure et les blessures qui coupent trop souvent les élans. Et peut-être une approche du sport de haut niveau un peu différente, moins focalisée uniquement sur le dépassement de soi à tout prix. C'est une possibilité qui est évoquée, oui. Une approche peut-être plus humaine, plus à l'écoute des besoins réels et fondamentaux du corps de l'athlète, plutôt que de le pousser uniquement dans ses retranchements. Intégrer des pratiques comme le pilates pourrait encourager une culture sportive qui valorise autant la finesse et la conscience corporelle que la force brute ou l'endurance pure. Un rééquilibrage en quelque sorte. Donc pour résumer les points forts de cette discussion, qui a été nourrie par l'interview de Gandour, on retient d'abord l'importance capitale de cette préparation invisible. La respiration, l'alignement, la récupération, ce ne sont pas des détails mais bien des piliers de la performance durable. Et ensuite, le Pilates apparaît comme un outil potentiellement très puissant pour travailler ses fondamentaux, avec une pertinence qui pourrait dépasser largement le monde du sport pour toucher au bien-être de chacun dans sa vie quotidienne. Le message clé qui ressort de notre source est donc assez limpide, que l'on vise un podium olympique ou simplement une vie plus confortable dans son corps, eh bien prêter attention à sa respiration, à son alignement et à sa récupération, c'est s'offrir des alliés précieux et souvent sous-estimés. Oui, tout à fait. Et cela nous amène peut-être à une dernière question, une piste de réflexion pour ceux qui nous écoutent. Au-delà de la performance ou du bien-être physique immédiat, comment est-ce que cette prise de conscience accrue de ces éléments invisibles, la façon dont on respire face à une difficulté, la posture qu'on adopte face à un défi, la manière dont on occupe notre espace, comment tout cela pourrait-il influencer plus largement notre façon d'aborder les challenges et les opportunités que la vie nous présente ?